Salut Denis, Bonjour. on est dans le jardin du Théâtre des Dons à Avignon. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens accompagner ma compagne qui joue dans Pas pleurer, spectacle que j'ai mis en scène et adapté. Voilà, j'accompagne le spectacle et je garde les enfants. et, et voilà, et puis j'essaie de nouer des contacts pour la suite avec des programmateurs éventuels. Je suis un peu autour de ce qui concerne la prod et la diffusion. Mais surtout, jusqu'à maintenant, j'ai surtout accompagné le spectacle parce qu'il a fallu le réadapter évidemment à la salle, au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de la lumière, etc. Et puis au niveau du jeu, parce que il a été créé il y a déjà un an, donc il a fallu retrouver les marques avec la musique, et puis le faire grandir. Et quand on reprend un spectacle un an après avoir eu un autre enfant, par exemple, ce qui est notre cas, on a beaucoup changé et ça a permis de le faire, je crois, fleurir. Et c'est quoi tes attentes par rapport au fait d'être sélectionné ici au Théâtre des Dons? Est-ce que c'est important en termes de tournée par exemple? On croise les doigts. Alors d'abord, Avignon, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Je dis franchement, je suis dans les théâtres toute l'année et j'avoue que quand arrive le mois de juillet, j'ai très envie d'aller voir le Tour de France et de me rapatrier dans le sud-ouest et de ne pas entendre parler trop de théâtre. Mais ici, on est dans un endroit quand même très très spécial où être sélectionné au don, ça veut dire qu'on a du public, qu'on a un certain crédit auprès des programmateurs, etc. Donc c'est effectivement le seul moyen, sans doute un des seuls moyens de tourner en France quand on fait du théâtre en Belgique. Et particulièrement pour ce spectacle-là, qui traite donc de la guerre d'Espagne, pour parler au sens large, et de la révolution anarchiste qu'il y a eu avant, enfin de l'espoir qu'on essaie de transmettre. C'est ces thèmes-là qui sont abordés. Pour nous, ça a vraiment du sens d'essayer de le jouer en France et de le jouer le plus possible dans le sud, parce qu'on sait que c'est une histoire qui touche énormément les gens, qui aurait, je pense, un public dans le sud-ouest. Moi, je viens de Toulouse, donc à Toulouse, évidemment, je suis sûr que ça marcherait très fort. Pour Marie-Aurore, ce serait de jouer en Espagne, ce serait encore plus génial du côté de Barcelone, tout ça. Et de toute façon, moi je suis français, voilà, j'ai toujours dans un coin de la tête peut-être quelque chose de politique, voilà, qui me travaille au corps par rapport à ce pays, par rapport à l'histoire. Dans les textes que je choisis, oui, là il y a quand même l'accueil des réfugiés espagnols par le gouvernement français qui est quand même toujours derrière dans ma tête. Et j'aimerais bien pouvoir refaire surgir ces questions-là dans le sud. Et donc on verra après, en septembre, quand les contacts qui ont été pris ici se concrétiseront ou pas, si ça a marché. Voilà, il paraît qu'il y a beaucoup de programmateurs en ce moment qui viennent, donc on espère que ça va marcher. Maintenant, concrétiser les choses, c'est par la charge du rhinocéros qui s'occupe de la diffusion et Théâtre de Poche qui s'occupe de la production que les choses se feront. On peut regretter que les programmateurs français ne viennent pas en Belgique, très peu. C'est extrêmement difficile de les faire venir, surtout les gens du Sud, de Marseille, de Toulouse. Pour les faire venir au Théâtre de Poche, je peux toujours me lever tôt. Donc ils viennent ici, c'est le seul moyen de pouvoir voyager avec un spectacle. J'ai toujours fait pardon, je suis très bavard, mais j'ai toujours fait du théâtre dans l'idée de voyager. Et pour moi, ça a à voir avec le fait de rencontrer des nouveaux publics, le fait de trimballer un spectacle, ça le fait évidemment énormément changer, grandir, évoluer. Et on est dans un dialogue différent à chaque fois, donc il faut absolument qu'un spectacle voyage. C'est pas possible de le créer et qu'il soit mort-né, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir tourner. Oui, puis c'est une question aussi d'argent public, d'aide au théâtre. C'est idiot de mettre tant d'argent pour qu'un spectacle ne tourne pas. Et à ce propos, j'ai entendu que tu as participé à un déjeuner avec Madame la ministre Alda Gréoli. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que tu es content, pas content? Comment ça s'est passé ce déjeuner? Qu'est-ce qui s'est dit? Je vais essayer de ne pas me faire couper mes subventions pour les 10 prochaines années. Alors écoute, Avignon, c'est un lieu de discussion. Elle était invitée, ou c'est elle qui a voulu aller à la rencontre des artistes. Ça, c'est plutôt louable. Voilà, avoir une ministre qui est accessible et qui écoute nos préoccupations, c'est pas mal. Je suis arrivé en cours de discussion parce que j'avais une interview à l'RTBF avant, donc j'ai pas assisté au début de la rencontre, donc j'ai peut-être raté des choses et tout. Je vais te dire un truc un peu désabusé, mais
il y a quelques années, on a fait des manifestations pour sauver le budget de la CAP avec Conseil d'aide. J'étais pas mal investi là-dedans, je me bagarrais assez fort. Aujourd'hui, avoir une ministre qui vient écouter, c'est chouette, mais on parle de budget tellement petit. On parle d'1 million pour la CAP, alors qu'il en faudrait 4, 5. On parle de bout de ficelle. Autour de la table, quelqu'un a lancé l'idée d'une allocation universelle, par exemple, pour les artistes qui sortiraient des écoles. Dire, allez, on sort des écoles, on est diplômé, peut-être on en fait sortir moins, mais à ce moment-là, on garantit que... voilà. Alors tout de suite, elle trouve ça formidable, cette ministre, mais elle dit, oui, mais il faudrait puiser dans le budget de la sécurité sociale, et vous vous rendez compte. Écoutez, en Belgique, la moitié du PIB belge part dans les paradis fiscaux. C'est pas moi qui l'invente, c'est les sources des Échos, qui n'est pas un journal de gauche, donc ni un journal anarchiste. Mais donc voilà, je veux dire, à partir du moment où tellement d'argent échappe à l'impôt, le budget de l'État est tellement puté voilà, on sacrifie tellement la culture, la justice, l'éducation, tout ce qui ne rapporte pas directement la santé, directement de l'argent, que j'ai du mal à parler avec les politiques aujourd'hui. Ils ont tellement une responsabilité écrasante dans le fait peut-être qu'ils ne peuvent plus, tout simplement, peut-être qu'ils n'ont plus le pouvoir de contrer cet état de fait, mais j'ai l'impression qu'on parle de bout de ficelle, alors que la réalité est ailleurs. Il n'y a pas de crise. Je ne suis pas d'accord avec ça, il n'y a pas de crise. Il y a une mise à sac de l'argent public mais de l'argent tout court par des gens qui ont du pouvoir alors je suis assez... Quand je dis ça à la ministre, parce que j'ai fini par le dire quand même, elle me dit bah oui mais je refuse de baisser les bras, je refuse de céder à cette vision défaitiste des choses. Oui, vous avez raison, mais cela aiguise mon militantisme. On a le droit de dire qu'on a du mal à croire. J'ai du mal à croire les politiques. J'ai du mal à me dire qu'il n'y a pas une complicité là-dedans. Voilà. Ça ne m'enlève pas l'envie de me battre. Le spectacle qu'on joue actuellement parle de l'utopie, parle de l'idéal, parle du fait qu'on nous explique tout le temps que non, ça n'est pas possible de collectiviser les choses, que l'homme est essentiellement individualiste, que oui, on nous a bourré le crâne de cette idée très libérale de l'individualisme à tout prix. Même moi, j'étais plutôt dans ces idées-là, et je dois bien avouer qu'avoir travaillé sur un spectacle comme ça, sur la guerre d'Espagne, sur les débuts de la Révolution, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses en fait. C'est pas vrai en fait. Il y a des moments où ça a marché. Il y a des moments où les campagnes ont travaillé pour nourrir les villes, où on a supprimé l'argent. À Barcelone, en 1936, les gens brûlaient l'argent. Ils retiraient l'argent des banques et ils faisaient des tas, ils le brûlaient. Ils avaient légalisé l'avortement en 1936 en Espagne, après 1000 ans d'inquisition. Il y avait une liberté, il y avait des ministres femmes au gouvernement, il y avait une liberté totale, et il y avait une entraide, et il y avait un mouvement de sympathie. Voilà, et ça a existé pendant la Commune, ça a existé pendant la Révolution des œillets, ça a existé parfois des tentatives locales de collectivisation et tout. Alors peut-être qu'il faut viser local, mais c'est pas vrai que ça ne peut pas exister, voilà. Et donc le défaitisme ou le cynisme, je pense qu'il n'est pas de mon côté. Je pense qu'il est au contraire du côté de ceux qui acceptent de transiger avec des aberrations comme celle que je viens de vous dire, la moitié du PIB belge qui part dans les paradis fiscaux. C'est pas possible. C'est pas possible de transiger avec ça. Il faut changer les choses, il faut tout changer. Moi je peux même plus parler d'économie à partir du moment où on sait ça. Allez parler de 3 francs 6 sous pour la justice. J'ai eu un procès en cours de route il y a pas très longtemps, on se balade dans les couloirs du palais de justice. Ils sont surpeuplés d'avocats qui traitent les dossiers comme ça, sur des bancs, assis sur des chaises pliantes, voilà, avec des clients. Tout. Enfin, on repousse les procès de mois en mois. On a décidé que le viol n'était plus un crime, mais un délit pour désengorger les tribunaux. Non mais on n'est plus en démocratie. Je veux dire, il y a un petit souci à ce niveau-là, c'est que si la justice n'est pas rendue, si l'éducation est sacrifiée
si la santé commençait à aller à volo, enfin voilà, je pense qu'on a actuellement une responsabilité énorme, les politiques ont une responsabilité énorme. Voilà, actuellement, je pense qu'on baisse notre froc et que on va payer ça cher. Bon, et tant qu'on parle économie, allocation universelle, métier, est-ce que je peux te demander quelle relation tu entretiens toi avec l'ONEM? On dit plus l'ONEM, on dit Actiris. Je fais comme tous les artistes qui sont précarisés, c'est-à-dire que je montre patte blanche et que je la ferme. Parce que j'ai pas envie, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un loyer à payer, parce que j'ai une femme que j'aime et qu'il faut bien bouffer. C'est-à-dire que j'accepte de me faire des faux contrats par des copains, que moi toutes les semaines je remplis une lettre en disant oui, je te remercie de m'avoir présenté ta candidature, mais je ne peux pas te prendre. Donc à l'intérieur des lettres, de temps en temps, je m'amuse à dire ouais, mais tu sais bien les restrictions budgétaires, machin. Enfin bon, voilà. Voilà, on joue tous la comédie. Il n'y a pas de véritable politique par rapport à ça. Après, je me méfie parce que quand les politiques commencent à se pencher sur le sujet, c'est pour faire pire que mieux. Donc il y a un système en Belgique que moi j'ai choisi. J'ai choisi de rester en Belgique. Je pense que je gagnerais beaucoup plus d'argent en France. Donc je suis français et ça fait 20 ans que je suis en Belgique. Le système belge me permet de créer. Me permet de prendre mon temps. Ouais, je gagne 1200 € par mois, je roule pas sur l'or, mais j'ai le temps de faire des dossiers, j'ai le temps de lire des livres, j'ai le temps d'aller voir des spectacles. En France, je serais obligé de cachetonner, de faire des voix pour des pubs imbéciles ou ou je ne sais quoi pour des téléfilms débiles pour continuer à avoir mes cachets, pour gagner peut-être un petit peu plus. Ici, ouais, j'ai le temps de bosser et ça, le temps, c'est tellement inestimable, voilà, pour un artiste. Donc, y a quelque chose dans le système belge que moi je défends assez fort. S'il faut en passer par ce genre de bêtises. Le souci avec l'ONEM, tiens, je raconte carrément tout parce que c'est vrai qu'on en a quand même un peu gros sur le cœur. J'ai, il n'y a pas très longtemps, fait un festival dans les Vosges où je faisais jouer tout le village, où tout le village s'était rassemblé pour organiser un grand truc dans la montagne. On avait fait le Balade du monde occidental avec... Enfin, on a créé du lien pendant 15 jours, on a travaillé comme des dingues. On fermait pas l'œil. Et je suis convoqué par l'ONEM, et donc c'était après la première représentation, donc je dois rentrer en 4e vitesse en voiture à Bruxelles. J'arrive le matin à 8h avec les cernes jusque-là, et j'arrive devant l'employé de l'ONEM. Il ne faut surtout pas que je lui dise que j'ai fait ce que je viens de faire, puisque les contrats n'étaient pas absolument nickel. Voilà, on n'avait pas gagné un rond, on avait 1500 € je crois pour faire ça. Donc voilà, par contre on avait pris notre pied et on avait créé du lien social, on avait fait quelque chose que merde sert à la société, créer du plaisir, du lien. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça va marcher l'avenir si on veut s'en sortir, quoi. Qui fait découvrir une langue, qui fait découvrir un théâtre même exigeant, enfin, et on se marre, et enfin voilà, il y a un mélange de populaire et de pointu, enfin exactement ce qu'on demande au théâtre, et il faut que je fasse semblant devant le directeur, devant l'employé de l'ONEM que mes cernes elles sont dues à ma difficulté de trouver du travail. Ouais, non, je sais pas, je cherche, mais vous savez, c'est dur en ce moment. Et voilà, je suis sorti avec mon papier qui me disait, mais voilà, je vais rencontrer des metteurs en scène à la sortie des pièces comme vous m'avez dit de le faire. J'écris des lettres, regardez, j'ai des dossiers entiers. Donc je fais semblant, alors que la vérité c'est que putain, je préfère être payé pour ce que je fais vraiment. Voilà, donc on est en train de jouer la comédie. Il y a un vrai manque de suivi là-dedans, il y a un vrai manque de vision, quoi. Et j'ai peur que si on y met une vision, ça soit une vision carriériste, où on nous demande de produire. Moi je ne suis pas un grand productif, je suis plutôt lent, je veux dire, je suis comédien essentiellement, et puis quand je lis un texte qui me prend aux tripes, je le monte, mais des fois il y a 3 ans entre les deux coups de cœur, et c'est inestimable cette façon de faire. Moi je la revendique complètement. Et alors une dernière question qui n'est pas forcément la plus simple. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant, de mort, d'imaginaire ou de réel, ce serait qui? Pourquoi?
Alors, ouais. Évidemment, on a tout de suite envie de répondre allons-y, une bière. Parce que j'ai soif. Ah oui, je crois que ce serait Georges Brassens. J'ai rencontré Lydie Salver, elle est déjà venue l'autre jour et il y a quelque chose de ce rapport-là. Il y a des gens avec qui on n'a pas besoin de parler énormément pour sentir une familiarité. Ouais, je crois que c'est un peu. Ouais, je crois qu'on se dirait peut-être pas grand-chose, mais c'est. Il y a quelque chose de cette philosophie-là qui m'a toujours bercé. C'est un vrai philosophe, Brassens. Et ouais, je crois que ce serait lui. Ouais. Et on se dirait peut-être rien. On fera du vélo. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi.